Il était 23h45 et j'étais couvert de poussière d'acajou, en train de poncer un joint que mon père prétendait trop difficile à sauver. C'est là que je l'ai vu. Un morceau de papier froissé dans la poubelle que je vidais. Ce n'était pas un déchet. C'était un acte de transfert signé, notarié et daté d'il y a 3 ans. Mes parents avaient secrètement offert toute l'entreprise, Hawk & Iron, à mon frère Adrien. Je suis resté là, tenant 15 ans de mon capital sueur dans une main et leur trahison dans l'autre. Je n'ai pas crié. J'ai juste réalisé que je n'avais pas construit un héritage. J'avais travaillé gratuitement. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Comme nous venons d'entrer en 2026, je veux vous souhaiter à tous une nouvelle année puissante et prospère. Comment vous souhaitez-vous une bonne année dans votre pays? Dites-le moi ci-dessous. Et si vous appréciez ce contenu, veuillez soutenir la chaîne afin que nous puissions continuer à vous apporter ces histoires. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas mis le feu au bâtiment sur le champ, il faut comprendre l'architecture de ma famille. Mon frère Adrien avait un master en administration des affaires et des mains aussi douces que de l'argile humide. Il parlait en mots à la mode. Il parlait de synergie, de mise à l'échelle et de pivotement. Il portait des mocassins italiens dans un atelier qui sentait la sueur et le solvant. Moi, en revanche, j'avais des mains qui ressemblaient à une carte topographique de toutes les erreurs que j'avais jamais commises et réparées. J'avais des brûlures chimiques dues au décapage de vernis victorien et des callosités assez épaisses pour y frotter une allumette. Pendant 15 ans, c'est moi qui arrivais à 5 heures du matin pour chauffer les pots de colle. C'est moi qui pouvais identifier la différence entre le chêne rouge et le chêne blanc à l'odeur seule. Mon père, Samuel, était le fondateur, le visage sur la brochure. Ma mère, Cynthia, s'occupait des comptes et de l'ascension sociale, mais c'est moi qui faisais le travail. C'est moi qui restaurais les étagères de la bibliothèque patrimoniale pour le contrat de 3,6 millions de dollars que nous venions de décrocher. Mais dans ma famille, la compétence était un manteau d'invisibilité. Il existe un concept psychologique appelé l'enfant de verre. Habituellement, il fait référence au frère ou à la sœur d'une personne malade ou handicapée, l'enfant en bonne santé qui est transparent parce qu'il ne demande rien. Mais dans les familles d'entrepreneurs, il existe une variation de cela, la bête de somme invisible. J'étais le mur porteur. J'étais solide. Je soutenais le toit. Je ne craquais jamais. Je ne me plaignais jamais. Et je n'avais jamais besoin d'entretien parce que j'étais essentiel. Je faisais partie de l'infrastructure, inaperçu et non remercié. Adrien, cependant, était le lustre. Il était fragile, cher, et la première chose que mes parents montraient aux invités. Il était brillant. Il avait besoin d'un polissage et d'une attention constante. Mes parents dépensaient leur énergie à gérer son ego et à financer ses investissements ratés en crypto-monnaie, en supposant que je serais toujours là pour payer la facture d'électricité. Ils me regardaient sans me voir parce qu'ils savaient que je ne bougerais pas. Ils prenaient ma fiabilité pour un manque d'ambition. Trouver ce papier a changé instantanément la physique de notre relation. J'ai réalisé que garder le secret pendant 3 ans n'était pas un accident. C'était une stratégie. Ils savaient qu'Adrien ne pouvait pas diriger la menuiserie. Il ne savait pas distinguer un ciseau d'un tournevis. S'il m'avait dit la vérité il y a 3 ans, que l'entreprise était à lui et que je n'étais que l'aide, je serais parti. Et si je partais, les profits s'arrêteraient. Alors ils m'ont laissé croire que je gagnais mon héritage. Ils m'ont laissé travailler 80 heures par semaine en pensant que j'investissais dans mon propre avenir alors qu'en réalité, je ne faisais qu'engraisser le veau pour l'enfant en or. J'ai regardé autour de l'atelier silencieux. J'ai vu les outils que j'avais achetés avec mon propre argent parce que mon père disait que le budget était serré. J'ai vu les prototypes que j'avais conçus tard le soir. J'ai vu la vie que j'avais construite sur des fondations de mensonges. Mon père disait toujours qu'une bonne menuiserie repose sur la tension et la pression pour tenir ensemble. Mais il a oublié que si vous appliquez trop de pression au mauvais endroit, le bois ne plie pas. Il casse. Et debout là, dans le silence de minuit, j'ai finalement cassé. Je ne suis pas entré en trombe dans la chambre de mes parents. Je n'ai pas réveillé Adrien pour exiger une explication. Cela aurait été émotionnel, et j'en avais fini d'être émotionnel. J'ai attendu jusqu'à 2 heures du matin, quand la maison était silencieuse. Puis je me suis mis au travail. Je n'ai pas volé une seule chose qui appartenait à Hawk & Iron. J'ai seulement pris ce qui était à moi. J'ai emballé mes ciseaux Lie-Nielsen, mes scies japonaises et les rabots personnalisés que j'avais achetés avec mes propres économies au cours de la dernière décennie.
Ensuite, je suis allé à l'ordinateur du bureau. Je n'ai pas supprimé les données de l'entreprise. J'ai simplement supprimé le dossier intitulé Conception personnalisée de Halley. Chaque fichier KO, chaque plan pour les restaurations victoriennes, chaque modèle pour la menuiserie haut de gamme qui attirait nos plus gros clients, je les ai supprimés du serveur et j'ai effacé les sauvegardes. Ce n'était pas la propriété de l'entreprise. C'était ma propriété intellectuelle, créée sur mon temps libre. Si Adrien était le propriétaire, il pouvait sûrement concevoir ses propres modèles. J'ai placé la clé de mon atelier au centre du bureau de mon père. À côté, j'ai laissé un post-it jaune avec 5 mots. Bonne chance avec l'assure. Je suis sorti par la porte de derrière et je suis parti en voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. Le lendemain matin, le silence s'est rompu. Mon téléphone a commencé à vibrer à 7h15. D'abord, c'était un texto de ma mère. Le client est arrivé tôt. Où es-tu? Puis un appel manqué de mon père. Puis 3 autres. À 8h30, les textos étaient passés d'agacés à frénétiques. Halley, décroche. Nous ne trouvons pas les plans pour la restauration de la bibliothèque. Halley, arrête de jouer. Je n'ai répondu à aucun. Je me suis assis dans un restaurant en bordure de ville, fixant une tasse de café noir. Pour la première fois en 15 ans, mes mains étaient propres. Il n'y avait pas de poussière sous mes ongles. Mais alors que j'étais assis là, j'ai ressenti une étrange douleur physique dans mes paumes et mes avant-bras. C'était la douleur fantôme d'un membre sectionné. Mon corps était si conditionné au rythme du travail, à la poussée du rabot, à la résistance du bois, que l'inactivité ressemblait à une blessure. Mais alors que je regardais mon téléphone s'allumer avec un autre appel désespéré d'Adrien, j'ai réalisé que la douleur ne venait pas de la perte du travail. C'était la sensation du membre toxique enfin coupé. Ça faisait mal, mais la gangrène était partie. Pour comprendre pourquoi ma famille pensait pouvoir survivre sans moi, il faut revenir à un dîner que nous avons eu il y a 6 mois. C'était une célébration pour l'obtention du master en administration des affaires d'Adrien. Il était assis en bout de table, faisant tourner un verre de vin rouge, me sermonnant sur l'inefficacité de mes méthodes. Il utilisait des mots comme mise à l'échelle, automatisation et matériaux composites. Il a dit à mon père que l'avenir de la menuiserie n'était pas dans la restauration, mais dans la production de masse en utilisant du bois importé moins cher et des toupies CNC automatisés. Il a qualifié mon travail d'analogique et de désuet. Mes parents hochaient la tête, fascinés. Ils le regardaient avec une révérence qu'ils ne m'avaient jamais montrée. Ce n'était pas seulement du favoritisme. C'était un phénomène psychologique connu sous le nom d'effet Dunning-Kruger. Parce que mes parents ne savaient pas comment faire de la menuiserie haut de gamme eux-mêmes, ils ne géraient que le côté commercial. Il manquait de compétences pour évaluer l'incompétence d'Adrien. Pour eux, sa confiance ressemblait à de l'expertise. Ils prenaient ces mots à la mode pour une stratégie. Ils pensaient que parce qu'ils savaient comment rendre une feuille de calcul jolie, ils savaient comment faire plier le bois sans le casser. Ils croyaient vraiment que l'artisanat était la partie facile et que la gestion était le vrai travail. Ils étaient sur le point d'apprendre une leçon très chère sur la réalité. De retour au présent, le ton des messages sur mon téléphone a changé. Les demandes frénétiques de plans ont cessé, remplacées par le rythme familier du gaslighting. Ma mère a envoyé un long texto. Tu fais du mal à la famille. C'est incroyablement égoïste. Ton père est stressé et cela affecte son cœur. Puis est venu Adrien. Arrête de faire ta drama queen. Nous n'avons pas besoin de tes petits outils. Nous passons de toute façon à un nouveau fournisseur. Envoie simplement les mots de passe de la base de données client ou je te poursuivrai pour vol. J'ai regardé l'écran. Vol? Il m'accusait de voler une propriété intellectuelle qui vivait dans ma tête. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas défendu. J'ai bloqué leur numéro un par un. Je ne me sentais pas coupable du stress de mon père. Le stress est un sous-produit d'une mauvaise gestion, et il venait de nommer un directeur qui pensait que le pain était un bois dur. J'ai fini mon café, j'ai payé l'addition et je suis sorti dans l'air froid du matin. J'étais au chômage, sans abri au sens professionnel du terme, et complètement seul. Mais je n'avais pas peur. Je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Je savais que le bois ne ment pas et le marché non plus. Le silence a duré exactement 48 heures. Puis mon téléphone portable personnel a sonné. Ce n'était pas ma famille. C'était Richard,
l'architecte principal du projet de la bibliothèque patrimoniale. C'était l'homme qui détenait les clés du contrat de 3,6 millions de dollars qui devait financer la nouvelle ère d'Adrien. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Allez, a-t-il dit, sa voix sèche et froide. Je suis dans l'atelier. Ton frère vient d'essayer de m'expliquer pourquoi nous devrions utiliser une teinture chimique sur du chêne de 200 ans au lieu de la finition à la cire d'abeille traditionnelle que tu avais spécifiée. Il a appelé ça rentable. Je suis parti. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Je suis désolé, Richard. Je ne travaille plus là-bas. J'ai compris. A-t-il répondu, je n'ai pas engagé un bâtiment, allez. Je n'ai pas engagé un logo. Je t'ai engagé toi. Tu es la seule dans cet état qui sache comment restaurer ces étagères sans les détruire. Si tu n'es pas là, le contrat est nul. Je n'ai pas d'atelier, Richard. Je n'ai pas l'espace pour prendre en charge un projet de cette taille. Trouve-en un, a-t-il dit. Je te donnerai une avance sur les matériaux. Mais j'ai besoin de savoir maintenant. Es-tu une menuisière ou étais-tu simplement une employée? C'était un défi. C'était une bouée de sauvetage. J'ai conduit jusqu'à la périphérie de la ville jusqu'à une vieille grange pleine de courants d'air que j'avais dépassé 1000 fois. Elle avait un sol en terre battue par endroits et le vent sifflait à travers le bardage, mais elle était sèche et elle était vide. J'ai appelé le propriétaire et je l'ai loué sur le champ avec le reste de mes économies. J'ai passé les 3 jours suivants à niveler le sol et à câbler un générateur. Il faisait un froid glacial. Mon souffle se condensait dans l'air alors que j'installais mon établi. Mais quand j'ai fait cette première coupe dans un morceau de bois frais, le son était différent. Ce n'était pas le son du travail. C'était le son de la propriété. Créer une entreprise à partir de zéro implique une montagne de paperasse qui n'a rien à voir avec le bois. J'ai passé mes soirées à remplir des assurances responsabilité civile, à enregistrer ma société à responsabilité limitée et à m'assurer que mes contrats de fournisseurs étaient béton. J'ai demandé à une amie du lycée, qui travaille maintenant en droit immobilier commercial, de vérifier le titre de propriété de mon nouveau bail de grange juste pour être sûr. 2 jours plus tard, elle m'a appelé. Elle ne voulait pas parler de ma grange. Elle voulait parler de Oakend Iron Alley, a-t-elle dit, sa voix baissant à ce murmure professionnel que les gens utilisent pour annoncer de mauvaises nouvelles. J'ai fait une vérification de conflit avec ton ancien employeur pour m'assurer qu'il n'y avait pas de clause de non-concurrence attachée au titre de propriété. J'ai trouvé quelque chose que tu dois voir. Je suis allé à son bureau, m'attendant à un problème de zonage ou à un permis oublié. Ce qu'elle a glissé sur le bureau était un avis de saisie en préparation. Il s'est avéré que le transfert de propriété il y a 3 ans n'était pas le seul secret que ma famille avait gardé. Il y a 6 mois, alors que je ponçais des sols et que je gérais la trésorerie de l'atelier pour nous maintenir à flot, Adrien avait convaincu mes parents d'hypothéquer la propriété commerciale, le terrain, le bâtiment, l'héritage de mon grand-père comme garantie pour un prêt commercial massif à taux d'intérêt élevé. Les documents montraient que les fonds avaient été virés à un fonds de croissance technologique que j'ai immédiatement reconnu dans les nouvelles. C'était un échange de crypto-monnaies qui avait implosé le mois dernier. L'argent avait disparu, vaporisé, mais la dette restait. L'actif que mes parents pensaient protéger pour leur enfant en or était en fait une bombe à retardement. Oakend Iron était techniquement insolvable. Ils n'avaient pas seulement un nouveau propriétaire incompétent. Ils avaient une hypothèque qu'ils ne pouvaient pas rembourser sans les revenus des contrats que je venais d'emporter avec moi. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking, fixant la photocopie du privilège. J'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Si j'étais resté, si j'avais accepté leur offre généreuse de devenir directrice plus tard, j'aurais passé les 20 prochaines années à travailler pour rembourser la dette de jeu de mon frère. J'aurais été le moteur d'un navire en train de couler, pelletant du charbon pendant qu'il nous dirigeait vers un iceberg. Pour la première fois, la colère s'est complètement évaporée, remplacée par un soulagement profond et terrifiant. Je n'avais pas seulement quitté un emploi. Je m'étais échappé d'un bâtiment en flammes quelques instants avant que le toit ne s'effondre. L'hiver s'est installé durement sur la vallée. Ma grange n'était pas encore correctement isolée, alors je travaillais dans un lourd manteau de laine, mon souffle se condensant dans l'air alors que je façonnais les corniches pour la bibliothèque de Richard. Le froid me gardait alerte. Le silence me gardait concentré. Puis l'inévitable s'est produit. Le bruit d'une voiture crissant sur le gravier gelé de mon allée a brisé le rythme. Je n'ai pas eu besoin de regarder par la fenêtre pour savoir qui c'était. Mon père, Samuel,
se tenait à l'entrée de la grange. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'il y a un mois. Ses épaules, habituellement carrées de la fierté du patriarche, étaient affaissées. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé le travail sur mon établi, les queues d'aronde impeccables, le grain parfaitement assorti. Il a reconnu la qualité. C'était la qualité qui payait ses factures. Nous avons manqué l'échéance pour le comte Johnson, a-t-il dit, sa voix rauque. La banque appelle tous les jours. Allez Adrien. Adrien est débordé. J'ai continué à raboter un morceau de noyer. Le copeau s'enroulant comme un ruban. Je suis désolé d'entendre ça, j'ai dit, ma voix stable. Nous avons besoin que tu reviennes, a-t-il dit, entrant complètement dans la pièce. Ta mère est malade d'inquiétude. Nous sommes prêts à faire un marché. Tu reviens comme directrice d'atelier. Nous te donnerons 10% des parts. 10%, allez, c'est généreux. J'ai arrêté de travailler. J'ai posé le rabot. Je me suis tourné pour lui faire face. L'audace était à couper le souffle. Il m'offrait 10% d'un cratère. Il voulait que je revienne et que j'utilise mon travail pour rembourser le prêt qui avait détruit l'entreprise, tout en rendant des comptes aux frères qui avaient signé les papiers. Je suis au courant du prêt, papa, j'ai dit. La couleur a quitté son visage. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Je sais qu'Adrien a hypothéqué le terrain, j'ai continué, ma voix calme. Factuelle, mortelle. Je sais que l'argent a disparu. Je sais que l'atelier ne vaut rien. Nous pouvons le sauver, a-t-il plaidé, le désespoir craquant sa voix. Avec tes mains, avec ta vitesse, nous pouvons nous en sortir. C'est ton héritage, allez. À ce moment-là, j'ai senti le dernier point de suture de l'ablation chirurgicale. La culpabilité, l'obligation, le besoin désespéré de son approbation. Tout a disparu. J'ai réalisé que les sauver signifierait me détruire. Cela signifierait infecter ma nouvelle vie avec leur gangrène. Je ne suis pas l'héritière, papa, j'ai dit, en ramassant mon ciseau. Je ne l'ai jamais été, et je ne suis pas votre sauveuse. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je suis la concurrence et je suis en train de gagner. Il est resté là un long moment, un fantôme dans un cimetière de sa propre création. Puis il s'est retourné et est sorti dans le froid. Je ne l'ai pas regardé partir. Je suis retourné au bois. 6 semaines plus tard, Oakend Iron Heritage Joaillerie a été mis aux enchères. Je ne suis pas allé regarder la saisie. Je ne suis pas allé jubiler. Je suis allé pour une seule raison. Je me tenais au fond de l'entrepôt froid et résonnant alors que le commissaire-priseur vendait les scies industriels, les systèmes de dépoussiérage et la flotte de camions de livraison. Des étrangers ont acheté l'infrastructure de mon enfance pour une bouchée de pain. J'ai vu mes parents près de la sortie, blottis dans leurs manteaux, se disputant tranquillement avec Adrien. Ils avaient l'air petits. Ils ressemblaient à des gens qui avaient parié leur héritage sur un bourdonnement et qui avaient perdu. Quand le lot 42 est arrivé, j'ai levé ma pancarte. C'était un établi lourd et marqué en érable massif. Il était couvert de brûlures et d'entailles. Il ne valait pas grand-chose pour quelqu'un d'autre. Il était trop vieux, trop analogique. Mais c'était l'établi que mon grand-père avait construit à la main. C'était l'établi où j'avais appris à couper ma première queue d'aronde. Je l'ai acheté pour $300. J'ai arrangé sa livraison à ma grange le lendemain matin. Je suis sorti de la salle des ventes sans parler à ma famille. Je n'avais pas besoin de leurs excuses. Je n'avais pas besoin de leur reconnaissance. La conclusion n'était pas dans leurs mots. Elle était dans mes actions. Aujourd'hui, ma grange n'est plus froide. J'ai installé un chauffage radiant le mois dernier. J'ai une équipe maintenant, 3 apprentis, qui savent que la qualité du joint importe plus que la vitesse de la coupe. Je leur enseigne ce que mon grand-père m'a appris. Respecte le matériau et il te soutiendra. L'établi est au centre de l'atelier, un rappel constant que l'héritage n'est pas quelque chose que l'on hérite. C'est quelque chose que l'on construit jour après jour de ses propres mains. Je ne suis pas l'héritière d'un nom. Je suis l'héritière de la sueur et du silence du bon travail. Et pour la première fois de ma vie, je sais exactement ce que je vaux. Si vous avez déjà dû partir pour trouver votre valeur, ou si vous êtes celui qui tient tout ensemble pendant que les autres obtiennent le crédit, partagez votre histoire ci-dessous. Vous n'êtes pas seul.